Mes chers étudiants, salam alaikum. Après avoir assimilé le concept de la transmission d'un seul caractère, qui est le monohybridisme, nous allons aborder un autre volet d'une grande importance. Il s'agit de la transmission de deux caractères qui est le dihybridisme. Donc on va entamer notre cours avec les brassages génétiques associés à la méiose. Tout d'abord, on va définir le dihybridisme. Donc, toujours lorsqu'on trouve un mot scientifique qui commence par di ou bien bi, c'est-à-dire deux. Donc, c'est quoi deux? C'est deux caractères. Donc, le dihybridisme, c'est l'étude de la transmission de deux caractères. Donc, on sait déjà que chaque gène gouverne un caractère. Et puisqu'on a deux gènes, on trouve deux cas. Soit les deux gènes sont liés, ou bien les deux gènes sont indépendants. Donc, on commence par les deux gènes qui sont indépendants, c'est-à-dire que chaque gène il est porté par une paire de chromosomes. Donc, supposons on a les deux gènes étudiés, c'est le gène A+ et le gène B+. Donc, supposons que le premier gène A+, qui est représenté par deux allèles, est porté par la première paire de chromosomes bleus. Donc, voilà la première paire de chromosomes, c'est-à-dire un chromosome et son homologue. Donc, on a les deux allèles A+, c'est le premier gène, A+. Alors, concernant le deuxième gène B+, est bordé par une autre paire de chromosomes qui est la paire rouge. Elle est représentée par deux allèles aussi, B+, B+. Donc, lorsqu'on parle de deux gènes qui sont indépendants, cela signifie que chaque gène, c'est-à-dire les deux allèles de chaque gène, ils sont portés par une paire de chromosomes. C'est pour ça, pour le génotype, on représente chaque gène à part. Donc le gène A+, et le gène B+, B+. Dans le cas où les deux gènes ils sont liés, alors on prend deux chromosomes homologues ou bien une paire de chromosomes parce qu'on est toujours en train d'étudier les lois de Mendel chez les diploïdes. Et on sait déjà que les diploïdes, ils ont pour chaque chromosome son homologue. L'un est du père et l'autre de la mère. Supposons qu'on a deux gènes. Le premier est A+, et le deuxième gène est B+. Donc, supposons que les deux allèles A+, et A+, représentent le premier gène qui est A+, et pour le deuxième gène qui est B+, alors on présente les deux allèles B+, B+, et donc dans ce cas, on trouve que les deux allèles, l'allèle A+, et l'allèle B+, les deux existent sur le même chromosome. Donc, dans ce cas, on dit que les deux gènes sont liés, c'est-à-dire que les deux gènes sont portés par le même chromosome, ou bien par la même paire de chromosomes. Alors, comment on représente le génotype dans ce cas-là? Par la même façon, toujours entre deux crochets, A+, virgule, B+. Pour le génotype qui est le plus important, représenté toujours par deux traits, chaque trait représente un chromosome, on va mettre les deux gènes qui sont liés. D'accord? Donc, avant de parler sur le dihybridisme et d'expliquer quels sont les gènes indépendants et liés, il faut expliquer quelques notions de la méiose et des brassages génétiques associés. Donc, comme vous savez, dans les noyaux des cellules eucaryotes se trouvent différentes molécules d'ADN linéaires qui sont des chromosomes. Ceux-ci sont associés par paires dans les cellules dites diploïdes ou bien les cellules somatiques et présents en exemplaire unique dans les cellules dites haploïdes, qui sont les gamètes. Et voilà, dans chaque cellule humaine, il y a ainsi 46 molécules d'ADN qui forment 23 paires de chromosomes et qu'on peut visualiser sur des karyotypes comme celui-ci. D'accord? Lorsque les cellules se divisent, de nombreux mécanismes permettent de contrôler la répartition de ces chromosomes. Chez les eucaryotes, il existe deux types de division cellulaire, la mitose et la méiose. Et comme vous savez, la mitose permet de produire deux cellules filles identiques entre elles à partir d'une cellule mère à laquelle
elles sont également identiques. Donc, une cellule diploïde donne deux cellules diploïdes par mitose et une cellule haploïde donne deux cellules haploïdes et donc exclusivement bien sûr dans la méiose 2. Donc pour permettre cette conservation des chromosomes, l'ADN de la cellule est dupliqué avant la mitose au cours d'un processus appelé réplication. Donc une copie de chaque molécule d'ADN présente dans le noyau est synthétisée. Ces copies restent associées à leur modèle original et l'ensemble correspond aux deux chromatides identiques des chromosomes. Donc, représentés alors sous forme de X. Les deux chromatides d'un chromosome sont appelées des chromatides sœurs et sont reliées entre elles au niveau d'une région spécifique qui est le centromère. Au cours de la mitose, ces chromatides identiques 2 à 2 sont séparées entre les cellules filles qui contiennent donc finalement chacune le même ADN que la cellule originale avant réplication. Les choses se passent différemment dans le second type de division cellulaire qu'est la méiose. Celle-ci permet d'obtenir 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde et intervient dans la formation des gamètes. Faites attention, les cellules haploïdes ou bien les gamètes ne peuvent pas se diviser par méiose. D'accord? Comme la mitose, la méiose est précédée d'une phase de réplication de l'ADN et à son commencement, les cellules contiennent donc des paires de chromosomes à deux chromatides. La méiose consiste en fait en deux divisions cellulaires successives qu'on appelle la méiose 1 et la méiose 2. Chacune de ces divisions cellulaires voit se succéder 4 phases qu'on retrouve également au cours de la mitose, à quelques différences près. Ainsi, la méiose 1 conduit à la séparation des deux chromosomes homologues de chaque paire. On dit qu'elle est réductionnelle car elle permet le passage à l'état haploïde d'une cellule diploïde. La méiose 2, elle quant à elle comporte les mêmes étapes, mais aboutit à la séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome. Au cours de l'anaphase 2, on la qualifie d'équationnelle car elle ne modifie pas l'haploïdie des cellules. Et donc, les mécanismes mis en jeu pendant la méiose sont source de la diversité génétique. En effet, si les chromosomes homologues portent les mêmes gènes, ils ne possèdent pas nécessairement les mêmes allèles. Donc, on revient toujours à la notion d'hétérozygote ou bien hybride. La séparation aléatoire de ces chromosomes homologues pendant la méiose 1 aboutit donc à de nouvelles combinaisons alléliques. D'accord? Donc, nous allons comprendre comment se répartissent les allèles suite à la méiose dans le cas de l'étude de deux gènes différents. Tout d'abord, le cas de deux gènes indépendants, puis dans le cas de deux gènes liés. Alors, commençons par la répartition des allèles si les deux gènes sont indépendants, c'est-à-dire situés sur deux paires de chromosomes différents. Vous voyez, sur ce schéma, chaque paire de chromosomes est représentée par deux couleurs différentes. La paire numéro 1 portait le gène A avec grand A sur le chromosome noir et petit a sur son homologue rouge à un locus particulier et sous le centromère. D'accord? Et le gène B se trouve dans l'autre paire de chromosomes, est également situé à un locus particulier en dessus de centromère. L'individu étudié hétérozygote pour les deux gènes. Voyons maintenant comment se répartissent ces allèles au cours de la méiose de cette cellule. Donc vous voyez qu'au cours de l'anaphase de la première division cellulaire ou bien la méiose 1, dans le premier cas, les paires de chromosomes se séparent. Le chromosome portant l'allèle petit a part avec le chromosome portant l'allèle petit b et le chromosome portant l'allèle grand A part
avec le chromosome portant le grand B. D'accord? Dans le deuxième cas, le chromosome portant le petit a part avec le chromosome portant le grand B et le chromosome portant le grand A part avec le chromosome portant l'allèle petit b. Donc, on obtient après la deuxième division de la méiose deux types de gamètes pour chaque cas. Pour le premier cas, où les gamètes ont les allèles petit a et petit b sont associés, et l'autre gamète où les allèles grand A et grand B sont associés. D'accord? Mais on aurait pu aussi imaginer un deuxième cas d'une autre méiose. En effet, lors de l'anaphase 1, le chromosome portant l'allèle petit a aurait aussi pu partir avec le chromosome portant l'allèle grand B. Ainsi, le chromosome portant l'allèle grand A serait parti avec le chromosome portant le petit b. On aurait donc enfin deux méioses aux deux types ou bien aux deux autres types de gamètes avec de nouvelles associations d'allèles, puisque petit a est associé avec grand B dans un gamète et grand A se retrouve avec petit b dans l'autre gamète. Ces deux types de méiose ont toutes les deux cas autant de chances de se produire l'une que l'autre. On aura donc au total sur toutes les méioses qui vont fabriquer autant de chances d'avoir chacun de quatre types de gamètes. Et ce brassage des allèles au cours de la méiose s'appelle le brassage interchromosomique, puisqu'on a bien ici un mélange entre les paires de chromosomes. Ensuite, nous allons étudier la répartition des allèles si les deux gènes sont liés, c'est-à-dire portés par la même paire de chromosomes. Vous voyez ici, les deux chromosomes de la même paire sont représentés par deux couleurs différentes. Le gène A se trouve à un locus particulier sous le centromère et le gène B à un autre locus sous le centromère aussi. Les deux gènes sont donc bien liés sur la même chromatide et l'individu est également hétérozygote pour les deux gènes. Mais comment se répartissent les allèles au cours de la méiose? Donc, si on fait une méiose, avec cette cellule, on obtient deux gamètes différents. Un gamète dans lequel on trouve les deux allèles ou bien les allèles petit a et petit b qu'ils sont associés, et un autre gamète dans lequel on trouve les allèles grand A et grand B et sont associés. On étudie une seule paire de chromosomes, donc nous n'avons pas de brassage interchromosomique ici, mais seulement qu'avec les gènes liés, un autre phénomène peut être visible qui est le crossing over. Alors revenons sur une étape importante de la méiose, la prophase 1. Cette étape fait suite à l'interphase au cours de laquelle il y a eu une réplication de l'ADN. Donc à ce moment de la méiose, les chromosomes ont deux chromatides. Sur cette image, on voit que les deux chromosomes homologues s'enroulent l'un autour de l'autre très fermement. Les deux chromatides des deux chromosomes homologues se croisent au niveau de zones appelées chiasma. Voyez cette photographie de chromosome en prophase 1 avec son interprétation. Donc on voit que les chromosomes homologues, donc de la même paire, s'assemblent pour former des bivalents. On dit que les chromosomes homologues s'apparient, mais faites attention, seuls les chromosomes homologues peuvent s'apparier. Les chromosomes de paires différentes ne le peuvent pas. Eh bien, lors de cette étape, il arrive que les chromatides se cassent et qu'il y a un échange de fragments ou bien des segments de chromatides entre les deux chromosomes homologues. On appelle ce mécanisme le crossing over. Lorsqu'un chromosome a échangé un fragment de chromatide avec son homologue, on dit qu'il est recombiné. Suite à un crossing over, les chromosomes recombinés peuvent donc présenter sur leur chromatide des allèles différents d'un même gène. Revenons à cette image, donc vous voyez ici, sur le chromosome noir, on observe qu'il porte l'allèle grand A et petit b, et son homologue rouge porte l'allèle petit a, grand B. On voit donc bien ici qu'il y a
un brassage à l'intérieur des chromosomes homologues ou bien un brassage intrachromosomique. Dans cette méiose, on obtient donc 4 gamètes différents, 2 gamètes avec l'association d'allèles parentaux, grand A s'associe avec grand B et petit a s'associe avec petit b, et 2 gamètes avec une nouvelle association d'allèles, puisque dans un gamète on retrouve l'association petit a grand B et dans l'autre gamète grand A petit b. Donc il faut savoir qu'une méiose sans crossing over entre les deux gènes étudiés est plus fréquente qu'une méiose avec crossing over entre les deux gènes étudiés. Donc les gamètes obtenus avec la méiose sans crossing over sont un plus grand nombre que les autres. On peut ainsi dresser un bilan des méioses qu'elles peuvent se produire avec des gènes liés. On a 2 gamètes de type parental en forte proportion dans lesquelles on trouve grand A s'associe avec grand B ou petit a s'associe avec petit b, et 2 gamètes de type recombiné en plus faible proportion dans lesquelles on a une nouvelle association d'allèles, grand A avec petit b et petit a avec grand B. Donc on a compris qu'il existe 2 sortes de brassage lors de méiose qui permettent de créer 4 combinaisons d'allèles différentes. Dans le cas de brassage interchromosomique, on crée 4 gamètes différents dans les mêmes proportions de 25% de chacun, mais dans le cas de brassage intrachromosomique, on crée 4 gamètes différents, mais qu'on ne trouve pas dans les mêmes proportions. Donc le brassage intrachromosomique se déroule au cours de la division réductionnelle ou bien la méiose 1 pendant la prophase 1. Il est dû à un phénomène de crossing over ou des échanges de fragments de chromatides entre les chromatides non sœurs de 2 chromosomes homologues, et ce brassage-là produit des nouveaux chromosomes ou bien des chromosomes recombinés. Merci pour votre attention.